Bonsoir, bonsoir. On va pouvoir lancer ce 11e prix Média d'enfance majuscule. Alors, ce prix, il existe parce qu'il y a des médias qui s'intéressent à l'enfance en danger, ce qui est déjà extraordinaire. On sait que nous vivons dans un monde, le monde de l'audiovisuel, qui est le monde des bisounours. Tout le monde s'entend très bien. Il n'y a jamais de problème. D'ailleurs, on le voit en ce moment entre les différents diffuseurs, entre certains groupes et puis le service public, tout va bien. On est plutôt dans une course à l'audience aujourd'hui où les téléfilms, les films, les retransmissions sportives sont mises en avant par tous les diffuseurs pour faire de l'audience et donc attirer qui de la publicité, qui des subventions. Et malgré ça, il y a encore des diffuseurs, et vous en êtes la preuve, qui osent proposer des programmes qui sont considérés comme anxiogènes, qui peuvent parfois être considérés comme des programmes qui ne vont pas attirer du monde, mais qui peuvent un peu faire fuir le public. Non, ces programmes-là sont essentiels. C'est des programmes qui mettent en avant justement tout ce qui doit encore être fait, malheureusement, pour cette enfance qui souffre. Et voilà, je trouve que c'est très réconfortant de voir que la télévision peut encore aujourd'hui proposer des programmes qui attireront forcément moins qu'un thriller, forcément moins qu'une finale de Coupe du Monde ou que Roland-Garros, mais que ces médias continuent à le proposer, puisque ce soir, on va remettre des prix, et que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait bien évidemment pas de prix média enfance majuscule. Je vais passer la parole à Madame la Présidente, Patricia Chalon, qui va nous faire un discours d'une petite demi-heure pour lancer ce prix. Alors, le prix Média, c'est pour nous un moyen d'alerte important sur la condition des enfants au quotidien. C'est un dispositif que nous avons imaginé pour soutenir les programmes qui dénoncent, qui exposent, qui démontrent, afin que peu à peu s'insinue chez chacun de nous un désir impérieux de changement profond. Comme nous l'observons au quotidien dans l'association, il y a une vision tronquée de la violence faite aux enfants. La France est le 2e pays européen hébergeur de contenus pédopornographiques. Mais il n'y a pas de pédopornographie. Le mot est impropre. Il est question de viol, puisqu'il s'agit de mineurs. Seuls 8 à 10% des enfants qui ont dévoilé avoir subi une agression sont protégés chaque année. Les mères qui veulent protéger leur enfant sont régulièrement mises en cause durant la procédure judiciaire et accusées d'avoir manipulé leur enfant, dont la parole n'aurait donc aucune valeur. Des médecins sont poursuivis par l'ordre des médecins pour avoir dévoilé des aspects de la vie privée familiale simplement parce qu'ils ont signalé des faits de maltraitance. Nous avons donc besoin que ce prix et que les programmes qu'ils mettent en avant reçoivent un écho très large, même si les horaires de diffusion sont parfois un peu tardifs et ne sont pas toujours au rendez-vous de l'importance du sujet. Merci, merci Monsieur le maire, à vous et à toute votre équipe pour votre soutien sans faille tout au long des années. Merci à tous ceux qui permettent de faire émerger la parole des enfants et que nous récompensons ce soir. Merci à tous nos parrains qui rendent cette soirée possible grâce à leur soutien. Merci Michel d'être fidèle à Enfance Majuscule depuis toujours. Et merci au professeur Bernard Goltz d'éclairer ce soir pour nous des sujets difficiles que nous allons évoquer. Merci à vous tous, les jurés qui êtes là ce soir, qui ont consacré tellement d'heures à visionner des images souvent extrêmement difficiles. Enfin, merci aux bénévoles sans lesquels cette association n'existerait pas. Bonne soirée à tous. Merci d'être à nos côtés. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur le maire. Merci. Merci, chère Patricia, mais c'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites, cher Michel Simès, cher
professeur Bernard Gols, voilà, votre engagement sans faille justement pour la lutte contre les violences faites aux enfants depuis des années. Alors ce soir, j'ai un sentiment un peu partagé parce que ça fait c'est la 10e fois ou la 11e fois, voilà, 11e fois effectivement qu'on se retrouve dans cette salle. Donc je suis particulièrement heureux avec Elisabeth Demès, qui est l'adjointe chargée de la petite enfance, et Pierre Denisio, qui est l'adjoint chargé des handicaps, de vous accueillir. Mais en même temps, on pourrait peut-être rêver d'une année justement sans cette cérémonie, parce que tout irait bien. Ce serait merveilleux. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, avec notamment ce qui s'est passé ce matin à Annecy. J'ai une pensée d'ailleurs, bien sûr, pour les victimes. Je connais bien le maire d'Annecy, qui est un collègue proche. J'imagine ce soir, effectivement, l'émotion de la population. Mais en même temps, il faut rester optimiste, parce que j'entendais ce matin des chiffres très, très négatifs sur la violence faite aux enfants, le rapport en tout cas qui vient d'être rendu public. Et j'entendais une mobilisation du gouvernement. La ministre s'est engagée dans un plan. Elle sera là demain, on va l'accueillir samedi à Boulogne-Billancourt dans le cadre de la nuit du handicap. Donc quelque part, il y a aussi, malgré ces événements dramatiques, il y a une prise de conscience qui évolue année après année. Et si effectivement le gouvernement est décidé à s'engager clairement justement dans cette lutte contre les violences faites aux enfants, ben je crois qu'on peut que s'en réjouir. Et quand on fait de la politique, moi je dis toujours que je fais de la politique, c'est pas pour subir, c'est pour agir. C'est pour justement faire avancer les dossiers. Donc si le monde politique est vraiment conscient de la situation, je pense qu'on a une petite lumière d'espoir qui s'ouvre devant nous, Patricia, et il faut garder le moral. Et en tout cas, grâce à des soirées comme ce soir, grâce à votre implication, vous les médias, grâce à toutes les personnes qui œuvrent dans cette direction, on va faire connaître un peu plus la situation, et quelque part, on va allumer des petites lumières dans les enfants, justement, qui sont toutes ces victimes injustes et qui sont frappées, y compris en France, comme le vient de rappeler Patricia. Alors, nous, on va apporter notre petite pierre à l'édifice, comme à chaque fois. Non seulement on vous accueille, mais tout à l'heure, Patricia me montrait ce petit livre que l'association a édité. Alors, on l'avait déjà fait une fois à Boulogne-Billancourt avec une psychologue qui avait édité un livre sur la place du handicap dans l'école. On est une grande ville, 122 000 habitants. On a beaucoup de classes et beaucoup d'élèves. Et on avait distribué à tous les élèves, après l'autorisation de l'inspectrice, bien sûr, de l'éducation nationale, parce qu'on ne peut rien faire sans le feu vert des autorités administratives. Donc on avait distribué un petit livre sur le handicap à tous les enfants de CM2 de Boulogne-Billancourt. Je crois qu'il y avait une trentaine de classes, donc ça fait à peu près 750 enfants. Et ben on va faire la même chose, Patricia. La ville va acheter à l'association ce petit livre et on va le diffuser à la rentrée de septembre à tous les élèves de CM2 de la commune, que ce soit les écoles privées ou les écoles publiques. Voilà, ce sera notre petite goutte d'eau pour cette soirée. Merci beaucoup, monsieur le maire. On a cité le professeur Bernard Gols qui est à côté de nous et qui va commenter chacun des prix, pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier, émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes, psychanalyste et essayiste. Est-ce qu'il vous reste de la place sur l'ordonnance pour écrire des trucs? C'est long. C'est bien, mais c'est long. Patricia, un petit mot avant de passer à la catégorie jeunesse. Alors, on va lancer la catégorie jeunesse, mais il y avait une injustice qu'on voulait réparer, c'est que Daniel Ikitbachian, qui est secrétaire général de l'association, et moi-même, nous sommes jurés d'un prix d'animation, de scénario d'animation pour TFou, sur TF1, et qui ne peut bien évidemment pas concourir parce que nous sommes jurés de ce prix. Donc on a décidé de vous le passer quand même, parce que c'est un thème qui est un thème enfance majuscule et qu'on avait envie quand même de le mettre à l'honneur, même s'il n'a pas de prix. Voilà. Au perché. Hé, mon portable!
Donc, on va remettre le prix jeunesse. Ce prix, Patricia, il va être remis aux Astres Immobiles. Alors, nous allons remettre ce prix et nous allons le faire un petit peu différemment de ce que l'on fait d'habitude. Cette fois, nous avons demandé à chacun des jurés du prix Média de nous faire une petite vidéo à chaque fois qu'il a aimé particulièrement un des programmes. Et donc, sur chacun des prix, ce soir, vous allez voir un de nos jurés qui va expliquer pourquoi il a aimé ce programme. C'était pour vous faire partager un petit peu les débats qui sont les nôtres quand nous débattons sur le prix Média, qui sont toujours extrêmement enrichissants, extrêmement vifs, parce que parfois on n'est pas du même avis, et qui sont toujours riches, en tout cas. Donc, le prix sera aujourd'hui pour les Astres Immobiles. Et Michel, qui est-ce qui va nous présenter ? Philippe Lamaison, artiste plasticien, qui va nous dire donc pourquoi il a aimé, puis ce sera suivi de quelques images de ce prix. Cette édition 2023 du prix Média, le jury d'Enfance Majuscule a voulu particulièrement distinguer un film pour les programmes jeunesse. C'est le film Les Astres Immobiles de la société Tripod Productions. C'est la direction artistique d'abord qui a attiré l'attention des membres du jury. En effet, les artistes de cette équipe ont réussi à développer tout un univers avec un crayonné d'enfants coloré et naïf qui sert particulièrement bien le propos du film. Et puis évidemment, c'est le propos du film qui mérite d'être mis en lumière et qui est ici distingué, car il s'agit de montrer la façon dont les enfants issus d'une immigration non francophone peuvent se trouver parfois privés de leur enfance et de sa naïveté en étant et en servant d'interprètes à leurs parents dans le cadre de situations difficiles, compliquées, stressantes, comme face à l'administration par exemple. C'est donc ce film qui a retenu toute notre attention. Bon visionnage. Il manque plus qu'un petit truc pour le tableau de bord et il faudra que j'y ajoute un filet juste là. C'est tellement cool! Je suis sûre qu'on va avoir la meilleure note, sûr et certain. Comment ça, tu dois partir? Et l'exposer? On sera jamais prêt. Ma mère a oublié ses clés, je peux pas la laisser dehors. J'ai pas le choix, Sofiane. Caporal Gisèle, l'élément a été placé avec succès. Je prépare le test 28. Je vous transmets les coordonnées. Bien reçu. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit. Allô, monsieur Boulard? C'est quoi? Ta maman ne parle pas français? Je vais demander à Delphine Schmitt qui doit être dans la salle normalement. Non? Où? Non? Et? Ah, vous êtes deux. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez venir quand même. Voilà, on va vous remettre le prix et puis si vous voulez remercier tout le monde, vos parents, tout ça, comme on fait d'habitude. Merci. Merci beaucoup. Du coup, bonsoir. Je suis Noémie Gruner, une des co-réalisatrices avec Selena Pic de ce film. Déjà, merci beaucoup. On est très touchés d'avoir reçu ce prix de la part d'Enfance Majuscule.
parce que déjà vous menez des actions très importantes, donc vraiment on est très honorés. Merci à Delphine Schmitt qui est ici présente, notre super productrice qui a rendu ce projet possible, et merci à tous les partenaires. Et aussi, bien sûr, merci à nos équipes qui ont mis énormément de talent et de bonne humeur à la réalisation de ce film. Et on a vraiment voulu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le teaser, mais en tout cas, on a vraiment voulu faire une ode à la tolérance et à l'empathie en faisant ce film, avec une volonté d'ouverture d'esprit pour lutter contre les préjugés, mais aussi mettre en lumière la richesse des familles bilingues, sans omettre toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc nous sommes très heureuses que ce film ait pu résonner en vous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, merci beaucoup. Il a été diffusé sur Canal, sur Canal+, c'est ça? Non, il a été diffusé sur Canal+, parce que j'avais oublié de le dire. C'est important quand même. Et il sortira en salle accompagné d'un autre film qui met aussi en scène une jeune héroïne de 9 ans, donc le 24 septembre. Donc voilà, vous pouvez en parler dans les écoles, y aller avec vos enfants. C'est 2 très beaux films. Merci beaucoup. Restez avec nous. Restez avec nous au cas où Bernard Gols voudrait vous interpeller, mais Bernard, vous allez surtout commenter. Patricia Chalon m'a dit il faut absolument dire quelque chose d'intelligent après chaque film. Alors c'est une injonction un peu sadique. Voilà, mais je vais essayer quand même. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre document là, c'est que c'est une inversion terrible, quoi. C'est qui est le parent de qui. Parce que normalement, c'est quand même les adultes qui présentent le monde aux enfants. Et là, à cause du système de traduction, c'est les enfants qui doivent présenter le monde aux adultes, ce qui les prive de toute une série de choses et de rêves, etc. C'est très coûteux, ce système-là. Ça finit par... ça peut déprimer les enfants très, très gravement d'être obligés de s'occuper de leurs parents à ce point-là. Enfin bon. Voilà. Merci Bernard, merci à vous. Merci. On va passer maintenant à la catégorie fiction. Et Patricia, la mention. Il y a une mention. C'est ça? La catégorie fiction. Avec une mention. Comme des reines. Comme des reines. Qui a été diffusée sur France 2. Qui a été diffusée sur France 2. C'est un thème extrêmement douloureux qui affleure. Et dont on parle de plus en plus, en tout cas, c'est la prostitution des mineurs. Je veux rappeler encore une fois que quand on parle de mineurs, il ne s'agit pas de prostitution, il s'agit de viol, puisque un enfant de moins de 15 ans n'est pas considéré comme consentant. Donc c'est important quand même que les gens qui parlent de prostitution comprennent bien qu'il s'agit de viol en ce qui concerne les mineurs. Et la personne du jury que vous allez entendre, c'est Muriel Hachery, qui est productrice artistique et scénariste. Les raisons pour lesquelles j'ai défendu la fiction comme des reines sont multiples. Tout d'abord, les autrices et réalisatrices Sandrine Grégor, Mélina Jochoum et Marion Vernou ont fait un formidable travail de restitution de faits réels et malheureusement actuels. J'ai aussi été complètement embarquée dans leur adaptation en fiction de ces faits. J'étais en totale empathie avec les 3 héroïnes. On plonge dans la prostitution qu'elles choisissent au départ, mais qu'elles finissent par subir ensuite. On plonge dans leur vie personnelle par le biais des familles qui tentent de les aider, souvent en vain, avec aussi la grossesse d'une des protagonistes qui se dit que c'est le bon moment pour elle de décrocher de la prostitution, avec leur coup de gueule ou leur solidarité lors des moments difficiles. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, cette fiction mérite amplement sa mention spéciale délivrée à l'unanimité par notre jury. Première fugue, c'est ça? Oui. Vous croyez qu'elle va revenir? On va tout faire pour vous aider à la retrouver, d'accord? Tu sais quoi, même si tu veux, tu peux venir habiter avec nous. On est là pour toi. Nous, c'est la famille. Alors, vous avez pécho un peu? Non, pas trop. Sinon, moi, si vous voulez, j'ai 3 meufs à vous proposer. C'est combien? 200. Tu veux plus la retrouver, tu veux plus la voir. Et moi, j'en ai rien à foutre, tu comprends. Pute ou pas pute, ça reste ma fille. Tu vas aller la chercher, elle va rester 10 jours et puis elle va se barrer. C'est toujours la même chose, Jean-Phi. Tu préfères qu'on la retrouve dans le coffre d'une bagnole?
Pourquoi t'avortes pas? Bah, je sais pas. En vrai, les autres fois, j'ai pas hésité. Hein. Mais là, je vois un peu ça comme une occasion. Enfin, plutôt comme une chance, tu vois. Genre, passer à autre chose. Mais pourquoi tu le gardes alors? Mais on sait pas, j'ai envie d'avoir une vie où tout serait clean. Ou genre, tu sais, genre un appartement avec des murs tout blancs, lumineux de ouf. Pas un foyer, pas un vieil hôtel comme ça. Un truc à moi. Et un vrai taf aussi. Genre quoi? Bah, je sais pas. Tu me vois quoi, toi? Genre, tu ferais quoi comme métier? Assistante sociale. Ferme ta bouche. Jamais de la vie t'as pété les plombs, toi. Non, mais je te jure, hein. T'es forte. T'es douée. Ouais, c'est ça, ouais. Faut réconforter. Ouais. Te faire soigner, quoi. Et je demande à Marion Verneau, réalisatrice, et Sandrine Grégor, scénariste, de bien vouloir venir au pupitre. Bravo à vous. On va vous remettre le prix et puis un petit mot pour exprimer votre joie. Merci beaucoup. Bonsoir. J'exprime ma joie, donc. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Non, je remercie vraiment l'association Enfance Majuscule. Je remercie, je commence par remercier. Allez. Je remercie Sandrine Grégor et Mélina Jokoum d'avoir écrit ce magnifique scénario et voilà, de m'en avoir confié la réalisation. Je remercie Joé Faré d'avoir pensé à moi pour le réaliser. Et pour le reste, Sandrine m'a demandé ce matin si j'avais préparé quelque chose. Je lui ai dit non. Tu as la preuve que je n'ai donc rien préparé. Mais je voulais vous dire, je ne sais pas, ça m'est venu en tout cas dans le métro. Moi, je suis donc réalisatrice. J'ai 3 enfants. Le père de mes enfants est réalisateur. Et mes 2 filles aînées ont choisi de travailler dans l'enfance. Et c'est quelque chose un peu inexplicable. Pourquoi des enfants de la balle voilà, il y en a une qui est éducatrice spécialisée, l'autre est prof. Et ça me touche infiniment, voilà, qu'elles aient ce lien à l'enfance. Et voilà, si j'avais envie de parler d'elles et de vous remercier. Est-ce que France 2, France Télévisions... Ah oui, je les remercie un petit peu aussi. Oui, un petit peu, ouais, mais... Merci France 2. Oui, ça m'arrange, moi, parce que j'y bosse un peu. Oui, non, mais en plus, c'est grossier de ma part, je suis désolée. Et ils ont accepté facilement le scénario, ils ont voulu modifier des choses ou... C'était qui votre interlocuteur là-bas? Moi, j'aimerais remercier France Télévisions parce que c'est vrai que en télévision, c'est parfois difficile en tant qu'auteur, autrice, de porter des projets un peu compliqués et pas forcément... Enfin, vous parlez d'anxiogène, je ne vais pas dire le mot anxiogène, mais en tout cas des sujets de société importants. Et donc je remercie Sophie Exbraria qui n'est plus à France Télévisions mais qui nous a accompagnés, Anne Olmes, qui ont eu le courage de en fait, porter ce film et de très très peu intervenir. La particularité de ce film par rapport aux autres téléfilms de société, c'était qu'avec Mélina, on avait très envie de partir du point de vue des filles. Souvent, c'est des portraits de familles qui sont dans la souffrance. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes filles? Et ça a été le plus difficile pour nous, c'était d'imaginer ça. Et c'était très important d'être avec elles, dans leur famille aussi, mais vraiment d'être avec elles dans ces moments d'illusion. Et puis au moment où tout bascule et où elles vivent l'enfer. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, allez. Et pardon, autre grossièreté, comme quoi je remercie évidemment, et j'aime de tout mon cœur, les 3 héroïnes et 3 actrices qui jouent dans le film. Bien évidemment, voilà. Mais ça va de soi quand on est réalisateur. Oui, mais bon. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Merci. C'est là, Bernard, un mot. Ben oui, un mot, parce que c'est un film terrible quand même, ça. Hein, c'est une descente aux enfers diabolique. J'ai dit tout à l'heure à Patricia une phrase qu'elle a bien aimée, alors je peux la redire. Hein. C'est un grand collègue, dans notre domaine, Winnicott, beaucoup de gens connaissent sans doute, qui a dit cette belle phrase. Chaque ado est engagé dans une expérience, celle de vivre qui il est, et dans un problème, celui d'exister. C'est assez beau quand même.
Hein. Voilà, et là, on a un piège terrible, vraiment puis une espèce de coincé entre honte et culpabilité. Hein, et puis ça tourne en rond parce qu'à un moment elles ont honte d'être coupables, mais elles se sentent coupables d'être honteuses. Enfin, c'est assez infernal. Et puis c'est l'estime de soi qui est posée, avec en particulier Jessica qui dit mais son bébé était sa seule chance. Hein, c'est sauvetage impossible, quoi. Bravo. Merci Bernard, merci à vous. Merci beaucoup et bravo pour ce prix. Alors on va lancer maintenant la catégorie documentaire tourné en France et là il y a du prix. Hein, il y en a plusieurs. Alors il y en a plusieurs parce qu'il y avait beaucoup de documentaires et de grande qualité. Et donc on a été obligé à un moment de choisir, mais on a eu beaucoup de mal. Donc on a mis du temps pour se dire qu'il y aurait 2 prix et 2 mentions et une mention spéciale. Parce qu'on n'allait pas jeter comme ça des documentaires d'aussi grande qualité. Donc il y a un premier prix ex aequo. Et on commence par 1945, Les enfants du chaos, qui a été diffusé sur l'excellent France 5. Voilà. Ce documentaire est basé sur des faits et des archives qui ont été récemment déclassifiés et il nous a laissés stupéfaits. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des milliers d'enfants qui se sont retrouvés orphelins, sans famille, perdus, ou reniés et rejetés dans un contexte historique que l'on connaît. Un service chargé de la reconstruction à l'ONU a alors demandé à des assistantes sociales de retrouver les familles ou des familles pour ces enfants, mais la politique internationale, les changements de doctrine, les accords diplomatiques à géométrie variable ont complètement mis à mal le bien-être des enfants, devenu absolument secondaire. Ce que l'on apprend dans ce documentaire, c'est que pendant plus ou moins 7 ans, les enfants vont être ballottés par milliers, sans aucune considération pour leur intégrité psychique ou affective, par les différents pays alliés, qui négociaient leur nombre et leur fonction au gré de tel ou tel contexte. Cette période de chaos est en réalité un véritable cauchemar pour les enfants qui passent d'un pays à un autre à travers l'Europe, d'une famille à une autre, ou sont placés en institution et vice-versa, les enfants devenant la variable d'ajustement des politiques. En plus de ces faits avérés, le documentaire nous emmène à la rencontre d'adultes qui se souviennent de cela et vivent avec le traumatisme de secrets, de fausses filiations, de rejets et de ruptures absolument inintelligibles. Ce documentaire jette une lumière glaçante sur les épreuves que traversent aujourd'hui les enfants d'Ukraine enlevés, en précisant que ce travail a été réalisé avant l'agression russe, et nous avons bien sûr une pensée pour tous les enfants frappés par les guerres. C'est un documentaire qui est rare par son sujet, qui est présenté de façon très claire malgré sa complexité. Il m'a particulièrement touchée, mais c'est un prix à l'unanimité que le jury d'Enfance Majuscule a souhaité lui décerner. Le 8 mai 1945. La joie se propage comme une traînée de poudre le long des rues de New York, Londres, Moscou et Paris. Les Alliés victorieux fêtent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, au même moment, un silence de mort règne au cœur de l'Europe, transformé en gigantesque champ de ruines. C'est là que vont être retrouvés des centaines de milliers d'enfants perdus, qui ont survécu au chaos, presque par miracle. Mais pour ces enfants, rien n'est encore terminé. Et leur cauchemar va même se poursuivre pendant plusieurs années. Pour nous, la guerre n'était pas terminée. On savait qu'il faudrait à nouveau s'enfuir. On a tous dû grandir très vite. On n'avait pas le choix, c'était une question de survie. Ces enfants perdus vont devenir les premières victimes de l'après-guerre. Certains devront fuir l'Europe pour survivre, quand d'autres seront des milliers à être à nouveau déplacés, arrachés à leur famille d'adoption ou volés par des pays qui ont un besoin vital de se repeupler. Beaucoup ne découvriront leur véritable identité que bien des années plus tard. Une fois à la retraite, je suis allé fouiller mon passé
J'ai consulté au moins 15 centres d'archives différents. Il fallait que je sache. Quand j'ai découvert cette histoire-là, alors là, c'est vrai que ça a été un gros choc. Pour moi, c'est très important de connaître sa vraie histoire, pas celle qu'on nous a lancée à la figure, d'où on vient. Pour comprendre ce qui est réellement arrivé à ces enfants, il faut retrouver les traces de ces événements d'après-guerre, notamment à travers les journaux intimes de ces femmes, médecins ou bénévoles, chargés de venir en aide aux réfugiés. Personne ne savait comment il fallait s'occuper d'enfants qui avaient survécu à tant d'horreurs. Des récits exceptionnels qui racontent l'ampleur du drame qu'ont alors vécu des milliers d'enfants. Seul le temps pourra nous dire si les décisions prises ont été les bonnes. Grâce à ces témoignages inédits, se dévoile l'incroyable et terrible histoire des enfants perdus de la guerre qui ont vu leur destin basculer. J'aurais vraiment aimé recevoir des excuses pour ce qu'on a enduré. Pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les autres. Très beau documentaire. Je vais demander à Agnès Pizzini, Julien Johan, qui est auteur et réalisateur, et Fanny Glissant et Gaël Lesblanc, producteur. Qui est là? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Non? Il n'y a pas? Alors, Fanny Glissant avait prévenu qu'elle ne pourrait pas venir. Eh ben, on leur met de côté. Un mot? Oui. Oui, un mot quand même, parce que c'est terrible, hein. C'est un, comment dire, c'est un film. D'abord, ce qui m'a vraiment frappé, on l'a tout petit peu vu là, mais on le voit beaucoup dans le film, c'est les regards incroyablement profonds et douloureux des enfants qui sont filmés. Hein. Il y a quelque chose vraiment dans le regard qui est particulier et gravissime, évidemment. C'est le mal absolu, quoi. C'est tuer, c'est tuer des enfants, mais c'est tuer l'enfant qu'on a été. Hein, d'où la problématique des origines et bon, tout ce qu'on sait là-dessus. Mais Serge Leclerc disait c'est le mal absolu, quoi. Tuer en chacun de nous l'enfant qu'on a été, ce qui fait qu'on ne peut plus penser à l'enfant qu'on a été. C'est pas simplement retrouver son histoire, c'est comment penser à soi. L'enfant qu'on a été vraiment perdu, l'enfant qu'on aurait aimé être, il n'a pas lieu de discuter. Il ne peut plus que subsister l'enfant que l'on craint d'avoir été, ce qui est un poids pour toute la vie. Bon, on sait que tout ça se rejoue maintenant sous nos yeux en Ukraine, ça a été dit dans le film. Il y a une grande discussion d'ailleurs pour savoir s'il faut que les crimes de guerre soient distingués entre crimes de guerre voilà, ou crimes de guerre spécifiques concernant les enfants. Une discussion difficile, elle aura lieu. Je ne sais pas ce que Jean-Pierre Rosenzweig en penserait, mais c'est une discussion intéressante. Voilà, bravo pour ce film. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour donner un prix à l'unanimité pour ce documentaire. Le deuxième prix ex aequo, deuxième premier prix ex aequo, Inceste, le dire et l'entendre. Il n'a pas fallu beaucoup de temps non plus. C'est un documentaire qui est extrêmement poignant par des témoignages face caméra qui expriment la violence, la douleur de ce qu'ont vécu ces enfants victimes d'inceste. C'était diffusé sur France 3, je crois. Oui. Hein, c'est ça. Et on va écouter Christine Ascoli-Boin, psychologue clinicienne, et qui fait partie donc du jury. Ce documentaire bouleversant s'ouvre sur une jeune fille absolument lumineuse qui nous interpelle en nous disant « on l'a vécu, vous pouvez l'entendre ». Et tout est dit du chemin que nous allons parcourir pendant ces images, pendant ces récits. 7 personnes de places extrêmement différentes, d'âge, de personnalité, de milieu, d'histoire, viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, du fracas de l'inceste. On a l'impression qu'on sait tout ça, qu'on connaît cette clinique, qu'on en connaît les traumatismes, les effets à long terme. Mais là, quelque chose dans ces récits d'une dignité incroyable, d'une authenticité qui nous touche profondément, quelque chose d'autre s'ouvre pour nous. Il ne s'agit pas tant de laisser parler, il ne s'agit pas tant de libérer la parole, il s'agit d'entendre. Ce n'est pas un documentaire sur l'indicible,
C'est un documentaire sur l'inentendable qui nous oblige, nous, professionnels, mais humains, à ouvrir nos yeux et nos oreilles, à laisser une place et à accueillir à ces parcours tellement violents. Mon père, il était en plein délire, c'est-à-dire qu'il a eu des propos comme plaider la réciprocité, de moments qu'il appelait de douceur, et qu'il a clairement dit que j'étais demandeuse. Demandeuse. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut s'imaginer dans la tête de quelqu'un qui va avoir, allez, 40 ans, qu'une gamine de 11 ans, elle peut demander des trucs comme ça alors qu'elle en a même pas conscience. Moi, quand j'ai entendu ça, j'avais la rage de me dire, mais il a pas honte. Et franchement, des fois, je me dis, mais dans son reflet, j'ai envie de cracher, quoi. Il mérite que mon crachat. Il mérite même pas mon regard. C'était pas moi l'adulte dans tout ça, hein. Dans ce bazar-là, c'était pas moi l'adulte, hein. Mais en même temps, ça me fait plaisir. Parce que grâce à ce délire-là, et ben aujourd'hui, la justice, elle est faite. Parce que les gens, ils se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui était juste pas censé. Voilà. Non mais... Zut! Vivre à la rue, c'est la conséquence majeure et directe de l'inceste. Pour moi, le danger, il vient de l'intérieur, parce que j'ai pas d'échappatoire possible quand je suis à l'intérieur d'un appartement. Moi, ça fait 10 ans que je vis dehors. J'ai rien fait de concret dans ma vie. J'ai pas d'études, j'ai pas de travail, j'ai pas de vraie formation. Et moi, ça me blesse. Je me dis que je vaux mieux que ça, en fait. J'ai rien fait de ce que j'aurais pu faire. Et en fait, je sais que j'ai des grosses capacités. Et je les ai cachées, mais juste à cause de lui. Parce que je sais que je pourrais tellement plus que ça. Plus que ce que je suis maintenant, en fait. Et ça, il me l'a pris. Et malheureusement, pour l'instant, je peux pas me le rendre. Je peux pas me le redonner. Un témoignage très difficile. Je vais demander à Andrea Rollins, réalisatrice, si elle est là. Elle est là. De venir. Merci. Juste un mot, parce que rien que d'écouter ces témoignages, on se dit que la réalisation, le fait de se mettre devant ces filles et de les entendre raconter ça, vous le vivez comment en tant que réalisatrice? Alors, on me demande souvent comment j'arrive à me protéger. Et je réponds souvent, c'est pas à moi de me protéger. C'est eux, elles, qui n'ont pas été protégés. Et donc, justement, c'est ce que disait cette femme membre du jury, qui disait, voilà, ils l'ont subi. On peut au moins faire l'effort de les écouter, de les entendre. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et la difficulté aussi de les convaincre de parler devant la caméra? Ça n'a pas été si difficile que ça, parce que, hélas, les chiffres sont tellement massifs que ce n'est pas difficile de rencontrer des victimes d'inceste. Et je crois que le parti pris d'un film manifeste, combatif, qui montrait que derrière ces chiffres massifs, il y a des visages, que derrière ces visages, il y a un combat. Et là, c'est vraiment l'union fait la force. Ils ont compris aussi que les enfants avaient besoin de modèles résilients, combatifs. Ils ont compris aussi que le message, c'était aussi de s'adresser à nous tous.
nous, adultes. Voilà. Voilà, ils ont besoin, ces enfants, d'adultes fiables et de réseaux et de moins fiables de sortir du silence. Parce qu'évidemment, voilà, la réalisatrice tout à l'heure dédiait ce prix à ses actrices. Moi, je le dédie à ces garçons et filles qui ont eu le courage et la puissance de témoigner dans ce film. Mais c'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui, on a pris conscience que le viol d'un enfant, l'inceste, c'est pas un fait divers. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les violences sexuelles et sur les violences faites aux enfants, un viol d'enfant, un inceste, c'était traité dans les pages faits divers à côté des chiens écrasés et des trains qui déraillent. Et grâce à eux, entre autres, et beaucoup d'autres, on s'est rendu compte à quel point c'était systémique et à quel point ce n'était pas un fait divers, mais qu'il fallait le traiter, comme le disait Monsieur le maire, sur le terrain politique, là où il doit être traité, et plus dans les pages faits divers. Voilà. Et quelles ont été les suites après la diffusion? Ça a changé quoi dans leur vie? Je pense que... Enfin, je le sais, puisqu'on a un groupe WhatsApp et on se parle de manière quasi quotidienne. Voilà, c'est très inégal, comme le sont les conséquences de l'inceste, mais pour la plupart, il y a une forme de libération, de regarder, même si c'est pas le propos du film. Le propos du film, le membre du jury l'a bien expliqué, c'est pas libérer la parole, c'est vraiment déboucher les oreilles. Débouchons nos oreilles, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Il y a des signaux d'alerte qui sont décryptés, qu'on peut tous ressentir. Et donc, en tout cas, je pense qu'il y avait, oui, une forme de libération, de se dire quand même, voilà, de regarder son violeur dans les yeux et de lui dire qui doit porter la honte, moi ou toi, le connard qui m'a violée? Moi ou la société tout entière qui regarde ses pompes à chaque fois qu'on en parle? Voilà, donc je pense qu'il y avait une espèce de... Ce combat collectif leur a permis d'être combatifs et de redresser la tête, surtout. Bernard. Ouais. Écoutez, un grand merci pour ce document qui est fondamental, essentiel. C'est cette phrase, oui, on l'a vécu, vous pouvez l'entendre, c'est central. Dans ma soirée citation, ça m'a fait penser à Simone de Beauvoir qui disait « Le fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir ». Ça, c'est important, ça. Le fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Donc là, on ne peut pas refuser de savoir. Et ces jeunes posent des questions, d'ailleurs cliniques, tout à fait importantes. Bon, ça questionne les limites de l'amnésie traumatique. Ça se questionne aussi ce que l'un des personnages décrit très bien, c'est le moment de la paralysie psychique au moment de l'acte. C'est-à-dire que la seule solution de survie, là, c'est de s'effacer. Le sujet s'efface, paralysie psychique. Et puis, l'un des personnages aussi, du fait de sa culpabilité, honte, culpabilité, etc., finit par se demander, mais est-ce que j'en ai eu envie? Ça, c'est une question qu'on n'entend pas suffisamment poser. Chaque fois que les psychiatres la posent, on leur dit que taisez-vous. Mais là, c'est eux qui le disent. C'est-à-dire que ce qui s'introduit, c'est le doute. Un doute intime sur soi-même. C'est catastrophique. Épouvantable. Merci pour eux, en tout cas. Merci beaucoup, bravo. Mention ex aequo maintenant. Nous avons ados et sexualité, quel danger les guette? C'est une belle enquête. Sur Zone Interdite, M6. Oui, c'est une belle enquête sur les dangers des réseaux. Et nos enfants, nos ados sont de plus en plus exposés. Donc il faut que ce genre de documentaire soit de plus en plus nombreux pour qu'on en prenne conscience. On va en voir un extrait après l'intervention de Julie Crouzillac, présidente de l'association ADN Kids. Ce documentaire a retenu toute l'attention du jury pour plusieurs raisons, dont deux principales. La première, il nous montre la réalité de notre jeunesse, une réalité numérique et digitale qui est complexe, brutale et incessante. La seconde est qu'il nous montre aussi que les dangers sont souvent là où on ne les attend pas, au cœur d'une relation amoureuse, au cœur d'une relation d'amitié, et que nos enfants sont souvent démunis et pas assez entourés pour faire face à ces réalités. Enfin, le documentaire nous montre que, une fois de plus, nos enfants sont vulnérables, seuls et démunis face à ces industries, celles de la pornographie, celles des réseaux sociaux et des réseaux pédocriminels. Un documentaire éclairant, instructif,
À voir absolument pour comprendre nos enfants et les accompagner. Aujourd'hui, la drague et la découverte de sa sexualité passe par Snapchat, TikTok, Instagram. En suivant des lycéens de 14 à 17 ans, nous avons découvert que l'envoi de photos dénudées ou explicitement sexuelles est en train de se banaliser. On appelle ça les nudes. Qui a déjà reçu ou envoyé des nudes? Waouh, beaucoup. J'envoyais des photos principalement en sous-vêtements. Ils préféraient certaines parties du corps ou certaines positions. Ils diraient « comme ça, je te verrai bien ». À peine sortis de l'enfance, ils repoussent les limites de l'intimité au grand désarroi de leurs parents. C'était des photos dénudées, intimes, les parties génitales, enfin du porno, du vrai porno. Je me suis dit, oui, vraiment, je connais vraiment pas ma fille. La pornographie touche des enfants de plus en plus jeunes et les familles sont souvent dépassées. La première fois où je suis allé sur un site porno, je crois que c'est quand j'avais 11 ou 12 ans. Ensuite, Brian propose une pénétration anale à Jeanne. Est-ce que c'est courant la pénétration anale? Un ado sur 5 affirme regarder du porno au moins une fois par semaine. Un adolescent nous a confié comment il avait basculé dans une addiction à la pornographie dès l'âge de 13 ans. J'étais en crise de manque. J'avais besoin de regarder du porno. Je masturbais entre 5 et 10 fois par jour. Nous découvrirons les nouveaux dangers qui guettent les ados, notamment la divulgation d'images intimes après une rupture amoureuse. Ces cas de revenge porn ont explosé. Alia nous a raconté le harcèlement qu'elle a vécu quand ces photos dénudées ont circulé sur tous les téléphones du collège. Alia suce en soirée, Alia est une pute, profitez, c'est gratuit. C'était que des messages comme ça. Plus inquiétant encore, depuis peu, sur les réseaux sociaux, des centaines de comptes se sont spécialisés dans la propagation de photos et vidéos à caractère sexuel d'adolescentes. C'est vraiment une traque, vouloir afficher les salopes en masse pour leur faire un procès public. Nous verrons comment Shanley et d'autres militantes se sont organisées pour lutter contre un nouveau phénomène, le ficha. Il y a des personnes qui meurent du ficha, qui meurent des cyberviolences. Il y a des suicides, il y a des choses qui se passent et vous devez le voir en fait. Vous devez vous rendre compte de ce qui se passe. Les ados et le sexe, enquête sur les nouvelles pratiques et les nouveaux dangers. Voilà un documentaire édifiant qui inquiète tous les parents d'adolescents, parce que c'est vrai que c'est tellement difficile d'aller sur les smartphones de son enfant pour voir ce qu'il y a, parce qu'en plus ils sont très forts pour masquer ce qu'ils regardent, bien évidemment. Alors j'ai littéralement 13 noms. Donc est-ce que quelqu'un est là pour recevoir le prix? Ah, vous pouvez venir à plusieurs, hein, même à 13 si vous êtes tous là. Mais alors je vais éliminer tous les garçons parce que c'est une dame. Non? Qui t'y va? T'y vas pas? Tu viens? Oui? Non? Je vais y aller moi alors. Héloïse Mallet. Un petit mot pour. Toi, tu as préparé quelque chose. Oui. Hein. Je tutoie parce qu'on se connaît un peu. On se connaît un peu. Je suis seule, donc j'ai du temps du coup. D'accord. Alors merci d'abord au jury pour ce prix. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée pendant 2 ans et demi, Damien, mon monteur en particulier. Merci à ces productions d'avoir porté ce projet avec un sujet vraiment difficile, la sexualité des adolescents. C'est vraiment une zone interdite par excellence. Donc je remercie donc d'autant plus les adolescents qui nous ont fait confiance et qui ont offert leurs témoignages précieux. Ambre, Matteo, Luigi, Alia, Jenna. Je suis fière d'avoir fait un documentaire que je pense utile parce qu'il véhicule des messages de prévention importants. Car aujourd'hui, encore plus qu'il y a 15 ou 20 ans, quand on découvre sa sexualité avec un smartphone en main, avec l'obligation d'être sur les réseaux sociaux, eh bien, on doit affronter de nombreux dangers, et des dangers qui se renouvellent sans cesse. Une chose qui m'a frappée pendant notre tournage, c'est que pour les adolescents, contrairement à nous, les adultes, il n'y a pas cette frontière
cette distinction entre, d'un côté, le monde réel, avec les choses importantes, et de l'autre, le virtuel, les réseaux sociaux, et en gros, des choses qui seraient moins graves. Donc, quand un adolescent souffre, quand il subit du cyberharcèlement, des violences sexuelles numériques, on ne peut pas juste lui dire « éteins ton téléphone, désinscris-toi de Snapchat, de TikTok, et tu vas voir, tout va aller beaucoup mieux ». C'est inutile. En revanche, ce que l'on peut faire, je pense, pour les aider, c'est de les sensibiliser en amont au risque, c'est de leur apprendre à se respecter et à respecter les autres. On peut aussi, au niveau de la société, impulser des changements, parce que c'est encore trop peu le cas, comme limiter l'accès à la pornographie des mineurs et surtout mettre un terme à l'impunité qui a lieu sur les réseaux sociaux. Parce que ça reste une zone de non-droit où les cyberharceleurs sont très rarement inquiétés, et ils le savent. Malheureusement, depuis notre tournage, les choses ont assez peu évolué. Et en tant que maman de 2 enfants, j'espère que ça va rapidement s'améliorer, notamment grâce au travail des associations et l'existence de prix comme celui-ci. Merci. Et alors, je sais qu'il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui parce que pour aller sur un site porno aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur « j'ai plus de 18 ans ». Cocher une case suffit. On coche la case et on voit tout. Je crois qu'il y a des... Ça se passe dans les cours de récréation, je l'ai constaté. J'étais mais même dès le collège, parfois dès le primaire, dès qu'ils arrivent à cacher un téléphone portable dans leur poche, ça va être pour faire rigoler, pour déranger, voilà. C'est un viol, vraiment, c'est un viol psychique, parce qu'on leur impose, ils s'imposent des images aux plus jeunes. Voilà. Et là, ils essayent de mettre au point un moyen de faire en sorte qu'on vérifie que la personne qui va sur le site a plus de 18 ans. Et c'est très compliqué par rapport à la CNIL, bien évidemment. C'est très compliqué, oui. L'ARCOM a mis en demeure plusieurs sites pornographiques. Et il doit y avoir une décision de justice, donc le tribunal judiciaire de Paris qui doit rendre une décision en juillet, mais à chaque fois, à chaque échéance, il ne se passe pas grand-chose. Il y a toujours des avocats derrière les sites qui sont là pour repousser. Merci beaucoup pour ce documentaire. Monsieur Goltz. Écoutez, oui, merci beaucoup. C'est un document important. Bon, d'abord, il y a un truc très clair, on peut le redire si vous êtes d'accord. Oui, c'est oui, non, c'est non, et peut-être c'est non. Hein. Mais elle ne veut plus m'écouter du tout. Mais je vais lui redire pour savoir. Vous êtes d'accord toujours avec ça? Oui, c'est oui, non, c'est non, peut-être c'est non. Ça, c'est important, c'est clairement dit. Voilà. Pour le consentement, parce que sinon on rentre dans des arguties, on ne peut plus en sortir. Hein. Donc peut-être égal non. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça pose du point de vue clinique des vraies questions intéressantes pour l'adolescence en général, au-delà de ces cas-là. C'est-à-dire que, déjà, comment parler, pour les adultes, il y a un vrai problème pour les parents, comment parler de tout ça à des adolescents, aux futurs adolescents, sans que ça ait déjà une fonction un petit peu de séduction c'est très compliqué, hein, les parents le disent, bien entendu on veut bien lui en parler, mais est-ce qu'il n'y a pas, quand on en parle, un rapproché qui est difficile à gérer? L'adolescent lui-même a un vrai problème d'évaluation, d'auto-évaluation de ce à quoi il est prêt ou pas prêt. Il faut les aider là sur ce plan-là. Et puis c'est un problème général de l'adolescence et de nous tous, c'est le télescopage, les courts-circuits entre 3 grands registres de la communication. Je pense là quand les photos intimes circulent ensuite sur Internet. Hein, on fonctionne tous avec ça, donc je peux le redire en 2 mots. Il y a le public qui est régi par la transparence, c'est tout ce qu'on peut se dire ce soir. Il y a l'intime qui est régi par le secret, c'est tout ce qu'on n'a aucune raison de se dire ce soir. Et entre les deux, c'est le privé qui est régi par la discrétion. Mais quand les photos, fichas et autres, circulent dans le registre public, il y a un court-circuit qui est absolument traumatique pour les adolescents et qui se retourne contre eux dans une espèce d'emprise et de rétorsion. Voilà, donc je trouve que c'est très très bien montré dans ce film. Un grand bravo. Là, dans l'extrait qu'on a vu, on parlait des ados à partir de 14 ans, mais je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais j'ai un garçon de 12 ans, et il se trouve qu'hier, je me disais, tiens, il faudrait peut-être qu'un jour j'aborde la question avec lui. Est-ce que tu as déjà vu sur ton smartphone des images que seul un adulte devrait voir? Et c'est comme ça qu'il faut faire avec un enfant, ou attendre qu'il ait 14 ans? Parce que j'ai l'impression qu'à 12 ans, il y a sa maman qui est là, mais j'ai l'impression qu'à 12 ans, il connaît déjà des trucs qui m'étonnent un peu. C'est le réglage.
juste, on peut se servir quelquefois, parfois les parents sont très gênés, effectivement, d'aborder ce genre de sujet. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des supports. Se servir d'une émission de télé, se servir d'un bouquin, se servir de quelque chose qui a été dit à la place du parent et poser les bonnes questions, ça aide. Et qui fait un tiers, qui n'est pas en direct. Absolument. Donc tu ne demandes pas directement ce qu'il connaît de la sexualité à 12 ans. C'est-à-dire que ça dépend comment on le pose, cette question-là. C'est vrai qu'elle peut être suggestive aussi. Hein. D'accord, bon bah, t'as compris, on n'en parle pas. Voilà. On verra ça plus tard. Maintenant, tu veux pas lui en parler, toi tu le connais, c'est mieux. Les enfants de la lanterne magique pour la deuxième mention ex aequo qui a été diffusée sur Canal+ Kids. Absolument. On a choisi ce documentaire pour lui donner une mention parce que c'est un message très positif. C'est quand on veut écouter des enfants et les sortir de là où ils sont censés être automatiquement quand ils sont migrants, quand ils sont mauvais, entre guillemets, quelque part, on peut le faire. Et ce film nous en donne la preuve. Avec l'intervention d'un juré, donc Isabelle Clanet-Dilamani, avocate bâtonnière des Hauts-de-Seine. Abdou, Souleymane, Hajar, Ryan, Semela, Abdelila ont entre 13 et 17 ans. Ils sont arrivés en France il y a moins d'1 an. Réfugiés ou migrants, aucun ne parlait français. Au collège Aimé Césaire de Vaux-en-Velin, les enseignants leur apprennent notre culture et notre langue. Ils ont l'idée lumineuse de leur faire réaliser les voix et bruitages d'un film d'animation. Ce film sera fabriqué à partir des dessins des 44 enfants d'Isieux, raflés le 6 avril 1944 et morts à Auschwitz le 13 avril 1944. La lanterne magique, c'est ce procédé qu'avait inventé le cuisinier de la maison d'Isieux pour projeter les dessins des enfants sur les murs pendant les veillées. Les enfants de la lanterne magique, ce documentaire, crée la rencontre entre ces enfants d'aujourd'hui de Vaux-en-Velin et ceux d'hier, les enfants d'Isieux. Par eux, les voix de Nina, Elia, Jacob, Georges, Martha renaissent et nous bouleversent. Dans ce documentaire, les enfants sont attentifs, reconnaissants, curieux et humbles. Les adultes s'émerveillent, valorisent et font confiance. Quelle belle émotion que d'assister au Panthéon, à la remise du prix héritier de mémoire à ses enseignants et à ses enfants. Aujourd'hui comme hier, la guerre est omniprésente. Ses conséquences sur les enfants sont inacceptables. Mais on ressort de ce documentaire chargé d'optimisme et de foi en l'humanité. Je viens de Comore, Irak. Je m'appelle Samela. Suleiman. Je viens de Brésil. Portugal. Sarah. J'ai quitté mon pays pour... il y avait la guerre et... mon père il a dit tu vas pas rester là, nous on va pas rester là parce que c'est dangereux de rester là. C'est pour ça qu'on est arrivé en France. Ah c'est ma photo, on s'est j'étais petit, c'était trop important. J'étais pas là-bas. Parce que c'est un pays, c'est mon pays, il est tout, je crois il est cassé tout. J'ai laissé mes grands-parents, mes cousins, mes tantes, mon père et tout le monde. Prêt ? Oui. Mon Dieu, Mon Dieu, ce héros Zamovica c'est Rosamovica qui nous a sauvés qui nous a sauvés. est tombé dans les mains Il tombait dans les mains de ces cruels tartares. de la cruelle tartare. Non, je ne laisserai pas faire ça. Non, je ne savais pas faire ça. Non, je ne laisserai pas faire ça. T'es en colère quand tu le dis. Non, je ne laisse pas faire ça. Ok, Souleymane, merci beaucoup. Je savais pas que les films, il fallait faire ces genres
C'est bruitage. Je croyais qu'on filmait et voilà, ça fait des bruits tout seul. Mais en fait, c'est nous qu'on fait des bruitages, c'est pas... C'était un bon émotion parce que j'ai donné ma voix aux enfants qui avaient mon âge. Et il existait. Et maintenant, il n'existe plus. Vous vous appelez Arthur, Mariam, Vitor, Jamal, Mohamed Amin, Samela, Marc, Ryan, Abdourahim et Mawada. Vous avez contribué à ce que les voix des enfants d'Isieux renaissent pour que vive toujours la mémoire à travers ces métissages sans frontières, dans un esprit universel de concorde et de paix. Et je vais demander à Sylvie Perrin de nous rejoindre, la réalisatrice. Donc, les enfants de la lanterne magique diffusés sur Canal+ Kids. Je vous en prie. Merci pour eux surtout. Merci de leur poser un regard. Parce que c'est avant tout, comme votre juré le disait dans la vidéo, ce sont d'abord des prénoms, ces enfants. Et en fait, voilà, ils ne sont pas migrants, ils sont réfugiés. Ce sont d'abord des enfants qui ont une histoire, qui ont dû quitter leur pays, qui ont dû parfois, avant d'arriver chez nous, se réintégrer sommairement pour une courte période, pour certains, dans 12 destinations différentes. Et ici, doivent se reconstruire. Donc moi, je voulais d'abord que ce film soit un hommage à la puissance de l'enfance et à sa résilience. Et puis, mettre aussi en lumière ce que quand même notre pays fait pour eux, parce qu'on est souvent... On ne fait pas assez, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Et ces enfants prennent tout ce qu'on leur donne. Je tiens vraiment à le dire, je les ai suivis une année. Ils arrivent, ils ne parlent pas français. Et ils ont 8 mois, 9 mois pour passer un diplôme. Ils l'ont quasi tous eu. Et ils dévorent l'école, ils dévorent les enseignements. Donc bravo aussi aux professeurs qui les encadrent. Et merci. Voilà. Et vous les suivrez encore? Vous les avez suivis 1 an. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il y ait, dans 10 ans, un documentaire, comme parfois ça se fait dans... Alors j'aimerais pouvoir tous les retrouver. Malheureusement, il y en a dont les parents ont été expulsés, même si on a fait des lettres et tout. Il y en a certains qui du jour au lendemain, même s'ils sont scolarisés en France dans une école, on leur trouve un autre foyer ailleurs, on les déplace. Voilà. Donc c'est aussi une violence du quotidien. Mais ils ont cette force quand même. Donc voilà, il faut rendre hommage à ça, il faut que ça dure, cette puissance de l'enfance. Merci. Merci et bravo. Bernard. Oui, merci beaucoup pour ce petit vent d'optimisme quand même. Hein, ça nous fait du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, je crois. Donc là, c'est bien. Hein, voilà. Mais donc c'est vrai parce qu'il y a exil, il y a filiation. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, non? Félicitations. Non. Non. On est d'accord. Non, j'ai inventé. Je la connaissais. Non, parce que c'est la seule que je connais. Donc pour ça. Non. Mais donc les questions d'exil, les questions de difficulté de filiation, d'affiliation, enfin c'est terrible. Mais bon, il paraît quand même que l'être humain est le seul être vivant à pouvoir se raconter son histoire à lui-même. Ça c'est important. Paul Ricoeur. Tu connaissais pas? Non, mais ça c'est une citation. Oui. Le seul être humain à pouvoir se raconter son histoire. Voilà, alors là c'est formidable parce qu'on voit que pour se raconter leur histoire, ils vont aller travailler sur l'histoire d'autres enfants. Ça ferait très plaisir à Serge Boimard, je pense qu'il a beaucoup développé ça avec les adolescents. C'est la narrativité construite. Et finalement l'optimisme. Une autre citation? Non, je crois. Tom Robbins, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. It's never too late to have a happy childhood. Parce qu'en fait, le passé, il n'est pas figé. On peut toujours le reconstruire. Alors, on ne va pas changer les événements qu'on a vécus, mais en travaillant sur l'histoire des autres, on peut tranquilliser la relation qu'on a avec son histoire précoce. Et ce film le montre tout à fait bien, je trouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bernard.
Alors, on a une mention spéciale dans cette catégorie. Famille d'accueil, hôtels sociaux, le nouveau scandale des enfants placés. Alors, comme vous avez vu, on a vraiment des documentaires extraordinaires, de très très bonne qualité. Et si on a voulu donner une mention spéciale, c'est pour l'énergie qui est mise année après année pour dénoncer la manière dont les enfants sont accueillis dans les hôtels sociaux. Mais pas que. Et c'est Jean-Pierre Rosenzweig qui va nous expliquer tout ça. Le jury se devait de récompenser familles d'accueil, hôtels sociaux, les nouveaux scandales des enfants placés. Déjà pour la qualité journalistique du reportage, son approche documentée, sérieuse, contradictoire, d'une réalité sociale incontournable. Deuxièmement, parce que la violence, en plein et en creux, faite aux enfants dans les institutions de protection de l'enfance demeure effectivement et malheureusement une réalité par-delà les qualités tout aussi indéniables de notre dispositif. Les pouvoirs publics se discréditent et discréditent le dispositif de protection de l'enfance aux yeux de ceux qui en relèvent en laissant perdurer des dysfonctionnements déjà connus malgré les interpellations qui se multiplient. Certes, ce document n'est pas le premier du genre et le premier primé. Chacun a pu même déclencher son tsunami. On leur doit un ministre de l'enfance. Le jury a justement entendu saluer ce droit de suite journalistique, quand trop de responsables pourraient penser qu'il suffit de laisser passer leur âge. Oui, il faut dire à l'opinion qu'il y a encore des pratiques contestables comme de recruter à des fonctions délicates sans contrôle, avec en arrière-fond la crise du social à traiter. Oui, des présidents de conseils départementaux peuvent ignorer ce qui se passe dans leur service, ce qui est fait en leur nom, au point de passer pour des irresponsables. Oui, la difficulté est réelle d'accompagner des enfants en danger. Il ne suffit pas de rénover matériellement des établissements, de mobiliser plus que jamais des familles d'accueil, de placer, entre guillemets, des enfants. Il faut réellement les accompagner et les suivre. Comment justifier la lutte contre les violences intrafamiliales si les pouvoirs publics eux-mêmes tolèrent la violence dans les institutions dont ils ont la responsabilité? Le prix Média n'est pas un exercice de style pour mettre en exergue de beaux documents et des problématiques sociales dramatiques. Dans le cadre d'une association engagée, il se veut une action militante, contribuant à faire bouger les lignes. Ce reportage interpelle le travail social et ses acteurs et ses responsables. Ce n'est pas ce journalisme qui est irritant, c'est la réalité sociale qu'il nous renvoie. Si demain d'autres reportages du même type devaient encore être réalisés et diffusés, nous devrions de les récompenser pour obtenir que cessent enfin ces violences en plein et en creux pratiquées au nom de la République. Dans notre pays, 170 000 enfants en danger sont placés par l'aide sociale à l'enfance dans des lieux où ils peuvent grandir en toute sécurité. Mais l'ASE manque de place et nous avons découvert une réalité bien plus sombre pour beaucoup de ces enfants. Quand l'ASE ne sait plus où les mettre, elle les place par exemple à l'hôtel. 10 000 mineurs y sont logés dans des conditions indignes. Coucou, ça va? Des ados de 14-15 ans, cloîtrés dans des chambres sordides. Ils y vivent pendant des mois, voire des années. Donc là, t'es en roue libre dans un hôtel. Je sors, j'en prends l'heure que je veux, mais quand ça va pas, je fais aussi. Je peux pas rester en hôtel, c'est pas ma place. Face à la détresse de ces gamins cassés, certains éducateurs sont totalement désabusés. Ça me renvoie des choses pour lesquelles je me suis pas engagé en tant qu'éducateur. Nous nous sommes aussi fait embaucher dans des foyers où sont placés des ados en roue libre. Ça va? Salut la Lamborghini. Quand tu dis que je vais travailler, il n'a pas l'âge de travailler. À faire quoi? Livrés à eux-mêmes, ces garçons se retrouvent mêlés à toutes sortes de trafics. J'ai vendu blaireau, cambriolage, vol de voiture devant le foyer. Les filles, elles, qui ont entre 14 et 17 ans, sont des proies pour les proxénètes. On a joué ensemble. Il y a des mecs qui vont venir te chercher, ils vont te mettre dans le table. On passe au support de même badge. Il y a une grosse problématique de prostitution. Et dans ces cas-là, on fait quoi? Eh bien, pas grand-chose. Du côté des familles d'accueil, notre enquête montre aussi de graves défaillances. Nous nous sommes fait passer pour un couple souhaitant accueillir des enfants. Bonjour. Et sans rien savoir de nous,
ce prestataire de l'ASE est prêt à nous confier des enfants sans même contrôler notre identité. J'ai une maison 3, vous êtes charmants tous les deux. Comment vous avez 4 places? 4 places, c'est 4 enfants. Ouais. En tout cas, notre profil vous intéresse. 8,5 milliards d'euros sont pourtant dépensés chaque année. Un système opaque où chaque département gère comme il l'entend sa propre protection de l'enfance. Pendant plus d'1 an, nous avons pénétré dans ce monde déconcertant qui peine parfois à protéger les enfants et expose certains d'entre eux à de nombreux dangers. Je ne sais pas qui va venir récupérer le prix. Là aussi, j'ai Jean-Charles Doria, réalisateur, Patrice Euchini, producteur, Jean-Marie Tricot, producteur exécutif, Aurore Belzer, rédactrice en chef, ou Hélène Mangiardi, rédactrice en chef adjointe. Bonjour. Vous êtes lequel des hommes? Je suis Jean-Charles Doria, celui qu'on a vu à la télé. Réalisateur, c'est ça. Merci. Réalisateur qui a réussi donc à avoir des enfants en quelques coups de fil, en fait. Aucun contrôle. Aucun contrôle. Allô, bonjour, vous avez des enfants? Ah oui, ouais, mais vous voulez en garder? Bah ouais. Bah, allez-y, venez chez nous, venez, on vient vous voir, et hop, en quelques coups de fil, c'était fait. Un petit entretien d'1h30, une visite de la maison, et ils étaient prêts à nous confier 4 enfants, en nous expliquant que ça allait rapporter beaucoup d'argent. Sans savoir si vous aviez des antécédents judiciaires. Sans rien, sans dossier, sans notre identité. Ils pensaient que je m'appelais Jean je sais plus quoi et que j'étais banquier à Clermont-Ferrand. Enfin, je veux dire, aucune vérification de rien, ni de l'identité, ni de ma moralité, ni de mes mœurs. Aucune question même sur pourquoi je veux des enfants, enfin pourquoi avec ma femme on veut des enfants de l'ASE. Dans ce documentaire, tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles pour pas grand-chose. On est dans les hôtels que vous avez un petit peu vus et on découvre des jeunes filles de 14-15 ans qui sont complètement livrées à elles-mêmes, avec des éducateurs pour lesquels il n'y a pas eu énormément de vérification. Des enfants donc, que tous les départements sont censés protéger et qui se retrouvent finalement dans des conditions assez déplorables, presque, non, je ne vais pas dire presque pire que chez eux ou pire que l'endroit dont ils ont été extraits, mais enfin, parfois on se demande quand même si la violence ou la violence psychologique et surtout le temps qui passe, les années qui passent à pourrir dans un hôtel pendant 2 ans ou dans une famille d'accueil maltraitante ou dans un foyer où ces gamins, comme le teaser le montre, ces gamins se livrent au trafic, à la prostitution. C'est un film militant, c'est le 2e moi que je réalise, avec Zone Interdite qui... oui, j'ai pas dit ça, a été diffusé sur Zone à M6, sur M6. Zone Interdite qui pendant donc 2 numéros a consacré 90 minutes de son antenne pour pour montrer ça. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui bouge. Donc le premier c'était il y a 3 ans. Celui-ci a été diffusé en octobre. On montre quand même beaucoup de défaillances d'un système moi que j'ai découvert il y a 3 ans. Quand j'ai fait le 2e, je me suis dit ça n'a pas vraiment évolué. Là, je regarde ces images. Je viens d'entendre le président des départements de France, donc qui pèse quand même, c'est eux qui dirigent toutes les aides sociales à l'enfance de France, qui se préoccupe de ne plus pouvoir fermer les hôtels. Il dit comment on va faire pour protéger les enfants si on n'a plus les hôtels. Donc vous avez interdit à l'Assemblée nationale l'utilisation des hôtels pour les mineurs de l'aide sociale à l'enfance. Nous demandons à ce que vous reveniez sur cette décision. Donc ça me fait pas imaginer que les choses vont plutôt dans le bon sens. Après ce documentaire, il y a eu quelque chose de positif. La secrétaire d'État, Charlotte Cobel, a dit qu'il allait y avoir 300 nouveaux inspecteurs qui allaient contrôler tous les lieux d'accueil, les hôtels, les familles d'accueil, etc. J'ai l'impression que c'était une annonce au mois d'octobre et je n'ai pas entendu que quelque chose s'était passé là encore. Donc je suis d'accord avec le monsieur qu'on vient de voir juste avant.
je pense qu'il faut continuer encore et encore à faire des documentaires comme ceux-là, comme ceux que je vois aussi, parce que le combat, il est loin d'être fini. C'est un système qui tourne en rond, qui marche sur la tête et qui ne se réforme pas. Donc vraiment, merci d'en remettre une couche, merci de nous inviter ici. C'est super nécessaire et je pense qu'on va refaire un 3e avec Zone Interdite, Ophélie Meunier, Jean-Marie Tricot, Patrice Lucchini, je l'espère. C'était l'idée d'en remettre une couche. D'en remettre une couche. Ouais, merci à vous surtout d'avoir fait ça, parce que c'est quand la télé non seulement peut diffuser ce genre de documentaire, mais c'est une télé militante aussi. Et je crois que la télé est là aussi pour ça, pour faire passer des messages. Merci. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup. Alors celui-là, il est pessimiste par contre, hein, par rapport à la bouffée d'optimisme de tout à l'heure. Celui-là, il est quand même grave de chez grave, hein, et pessimiste et douloureux. Enfin, en fait, il y a une loi psychosociologique qu'on connaît depuis très très longtemps, hein, qui dit que toute institution, quelle que soit sa tâche, hein, gouverner, produire, éduquer, soigner, tout ce que vous voulez, que quelle que soit sa tâche, toute institution risque de finir par fonctionner comme le problème qu'elle prend en charge. C'est-à-dire, pour dire ça autrement, la dépression déprime, l'autisme autistise et la maltraitance rend maltraitant. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre que nos dispositifs, nos structures de protection de l'enfance, qui sont bourrées de gens intelligents, mais qui n'arrivent pas à se sortir de ce happage par la maltraitance rend maltraitant si on ne se donne pas des moyens colossaux et actifs de lutter contre cette force d'attraction. Merci Bernard. Et on va terminer cette soirée du prix Média Enfance majuscule avec le prix du documentaire tourné en France et qui est tourné à l'étranger. Tourné à l'étranger, c'est ça. Alors moi je lis ce qui a marqué sur ma fiche, tu vois. Mais oui, mais la fiche c'est toi qui l'as fait. Non, c'est toi qui me l'as donné. Ah oui. Alors ça c'est la documentaire tourné à l'étranger. Voilà, c'est ça. Les petits disciples de Platon. Oui. Parce que les autres ont été tournés en France en même temps. Donc si j'avais suivi un petit peu, j'aurais pu... Tu aurais pu. Donc, ce documentaire ramène un peu d'optimisme. Parce qu'on voit que par la seule volonté d'un instituteur, des enfants sont bien traités au quotidien. C'est-à-dire qu'il les tire grâce à la philo, grâce à Platon, grâce à tout simplement parce qu'il les trouve intelligents, parce qu'ils sont intelligents. À partir du moment où on se dit qu'un enfant est intelligent, il devient de plus en plus intelligent. Qui est-ce qui va nous le présenter ? Alors, qui est-ce qui va nous présenter ? Eh bien, c'est Christophe Philippe, pédiatre spécialisé en pédopsychiatrie. Là, je ne me suis pas trompé. Pourquoi j'ai défendu ce documentaire pour un prix ? C'est tout simplement parce qu'il m'a profondément ému. C'est vrai, c'est très émouvant de voir cet instituteur qui est aussi le directeur de l'école se mettre à la hauteur des sentiments des enfants pour leur enseigner la tolérance, l'écoute de l'autre et les aider à avoir une réflexion critique sur leur comportement violent et même les aider à trouver des solutions pour les apaiser. C'est d'autant plus émouvant que ces enfants vivent dans un quartier défavorisé de Belfast qui a été le siège des violences communautaires bien connues. Cet instituteur est d'ailleurs lui-même issu de ce quartier et c'est là qu'on sent l'empathie entre cet instituteur et les enfants, mais aussi entre l'instituteur et les parents. Les enfants sont, captivés. Ils sont pas hypnotisés, ils sont captivés car ils participent activement à la réflexion. Et toutes les émotions se lisent sur les visages des enfants que la caméra filme avec justesse, caméra d'ailleurs que les enfants oublient. Franchement, c'est une belle leçon de bientraitance institutionnelle en milieu scolaire, comme on aimerait en voir plus souvent. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ce superbe documentaire. There was a school called Holy Cross. Macarivi was the boss, but Elvis was the king. He always loved to sing.
I'm going to show you how to question, how to get the best out of the children. Shock, horror, you're going to talk with your child. One way you control anger. Listen to your favorite music and concentrate on the words instead of the reality. Listen, that's everybody's opinion matters. And that's the beauty of philosophy. I want you to close your eyes. Picture your favorite place and go there in your mind to feel good again. Where'd you go? McDonald's. McDonald's. Come in. So we had him on the side of the arm. For no reason whatsoever. It's just sometimes when my daddy says if anybody's philosophy or they hate you, always hit them back. Philosophy wall? Philosophy wall. What should you do now? Make up, shake hands. If you don't know how to play, then you won't play. So make sure your apology to Jared is good. It's time to think for yourself. Violence breeds violence. But you boys have the power to stop it. There's 3 words. Stop, fighting, peace. Brilliant. Absolutely brilliant. Voilà, et comme vous avez compris que c'était donc un documentaire tourné à l'étranger, les réalisateurs, auteurs sont à l'étranger et ne sont pas là ce soir pour recevoir leur prix, mais Bernard, un petit mot quand même. C'est un film important. Hein. La philosophie à l'école, bon là c'est en classe primaire, mais maintenant ça se développe en maternelle aussi, hein, parce que les enfants, ils pensent, il n'y a pas d'âge pour penser. Voilà, donc les ateliers de philosophie en maternelle, c'est certainement très important pour développer la liberté de penser. Et la liberté de penser, c'est la meilleure prévention de la violence qui existe. Je voudrais juste citer quelque chose. Chaque année, je vais dans une classe, dans une ZEP, une classe d'adolescents, pour parler des bébés. Et voilà, je ne joue pas ces détails, bon, peu importe. Et un jour, dans cette classe-là, dans une ZEP, j'ai eu une question, je te racontais tout à l'heure, une jeune fille qui m'a dit, et finalement, à votre avis, compte tenu de tout ce que vous nous avez raconté sur les bébés, ça fait quoi pour un bébé d'être élevé dans une dictature? J'ai rajouté que c'était une très belle question qu'on ne m'avait jamais posée, même dans les congrès les plus sophistiqués. Et j'ai bidouillé quelque chose. Je lui ai dit, écoutez, je crois que dans une dictature, ce qu'on veut enseigner aux gens, c'est de penser qu'une seule chose sur chaque chose. Et que la liberté de penser, via la philosophie, c'est de pouvoir penser plusieurs choses sur chaque chose. Et je trouve qu'on voit bien ça dans ce film. Merci Bernard. Qui a été accompagné par la musique qui va, je pense, suivre, puisqu'on va demander à tous les lauréats de bien vouloir descendre pour la photo finish. Ensuite, il y a un cocktail qui se trouve derrière, avec notamment des pâtisseries offerte par Christophe Appert, qui est chef pâtissier. C'est bien ça. Merci beaucoup à tous d'être venus. Tous les lauréats. Les lauréats et les jurés. Et les jurés, ici pour la photo finale. Et on vous retrouve derrière pour boire un petit coup. Merci beaucoup.